Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, celui qui vous rend heureux et tout en gaieté. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler de mignonnerie et de gentilles choses avec Moineau, le numéro 2 de l'anthologie Punch qui sort chez Kinaï Éditions. On vous avait déjà emmené dans les coulisses du premier numéro avec Yohan Sacré qui faisait Minimage. Et aujourd'hui, on est ultra content d'avoir l'équipe créative complète de Moineau avec Elsa Bordier. Bonjour. Bonjour. Et Souria, hello à toi. Hello. J'espère que vous allez bien, que vous êtes content de venir parler de Moineau, projet donc qui est le deuxième numéro de cette anthologie qui est donc sorti chez Kinaï. Mais comme c'est la première fois que je vous reçois tous les deux sur First Print, il y a une étape obligatoire, et non, ce n'est pas un concours de claquettes, mais bien de vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas. Elsa, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui es-tu et qu'as-tu fait avant Moineau ? Donc, je suis scénariste de bande dessinée. J'ai déjà travaillé 2 fois avec Souria. Donc, une première fois dans Doggy Bags, le volume 12, le spécial Japon. On avait écrit une histoire qui s'appelle Shiganai ensemble. Et ensuite, on a fait une deuxième histoire, cette fois-ci non publiée en France, parce que c'est dans la revue japonaise Tezukomi. Et donc, on avait écrit un spin-off d'Ayako. Autrement, je travaille aussi avec la dessinatrice Sanoé, avec qui j'ai fait La Grande Ourse et Maléfice. On est en train de travailler sur le 2e tome. Et j'ai également travaillé sur des histoires dans Midnight Tales. Voilà. Et tu as même un recueil des recueils de nouvelles que tu publies aussi. Tout à fait. Puisque justement, en plus, on va en reparler, mais ça vient d'une nouvelle à Moineau, c'est le développement en bande dessinée d'une petite nouvelle que tu avais écrite. Exactement. Souria, je me tourne vers toi aussi. Peux-tu nous dire ce que tu as fait ? Alors moi, de mon côté, j'ai commencé par faire une série qui s'appelle Rouge, chez Ankama Édition, un spin-off de Freaks Quill. Et ensuite, j'ai enchaîné sur des one-shots dans Doggy Bags, avec Elsa. J'ai aussi fait un de Midnight Tales avec Mathieu Bablé. Et ensuite, je me suis dirigé vers le manga où j'ai écrit et illustré Tali, Fille de la Lune. Donc, en 2018. 3 tomes disponibles chez Ankama et tu travailles activement sur les tomes 4 et 5 avec un Patreon du coup pour suivre tes travaux au jour le jour. Yes. Je fais de la promo aussi pour tout ce que vous faites. Alors du coup, on va revenir sur la genèse de Moineau. Comment ça est venu ? Alors, comment vous en êtes venus à retravailler ensemble puisque vous avez déjà bossé. Est-ce que c'est Romain donc de Kinaï qui vous a contacté pour ça ? Dites-moi un peu comment ça s'est fait. Du coup, Romain, effectivement des éditions Kinaï m'a contacté en me proposant de participer à cette anthologie et en me laissant pas mal le champ libre et donc j'ai proposé à Souria qu'on travaille ensemble dessus. Il m'a dit oui. Et donc, on avait un cahier des charges assez précis, en même temps assez large, parce que donc, c'était une histoire jeunesse de 32 pages sur le thème de la nature. Et après, Romain nous laissait assez libre de faire ce qu'on voulait. Et mon idée, c'était vraiment d'écrire une histoire sur mesure pour Souria une fois que j'ai su qu'il était partant. Et je lui ai demandé ce qu'il avait envie, comme ça, d'illustrer. Donc, lui, il m'avait parlé de forêt. Et après, il m'avait dit une chasse aux champignons ou un animal blessé. Donc voilà, c'était les embryons de piste que j'avais. Et en fait, je pense que dès que Souria m'a dit oui, finalement, j'avais effectivement cette mini-nouvelle que j'ai écrite il y a quelques années. Je l'avais déjà en tête, finalement. Je pense que je le voyais tout de suite très bien illustrer cette héroïne-là. Sauf que c'était un embryon d'histoire, finalement, c'était un personnage, mais il se passait pas grand-chose. Et j'ai tourné tout ça dans ma tête pendant quelques semaines, je pense. Et puis d'un coup, l'histoire est venue, je l'ai proposée à Souria, et après, on a travaillé vraiment en ping-pong tous les deux jusqu'au résultat final. Pourquoi la forêt ? J'ai dit oui comme une proposition de mariage. Pourquoi la forêt ? Plus en termes d'ambiance, je pense. J'aime bien dessiner des forêts. Puis, je crois que tu m'avais parlé du thème déjà. J'avais nature. Ouais, de la nature. Donc, du coup, j'ai dit forêt. Ambiance un peu aussi. J'aime bien les villages, la pierre et tout ça. Donc, je lui ai un peu dit ce qui m'intéressait ou ce qui m'inspirait, on va dire. Puis après, j'ai laissé faire Elsa. J'ai fait confiance à Elsa, parce qu'après, on a déjà travaillé ensemble. Donc, j'étais pas stressé par rapport à ça, quoi. Justement, comment c'est votre méthode de travail ? Alors, comment vous répondez souvent ? Enfin, c'est les idées, vous faites du brainstorming un peu. Il y a des allers-retours entre justement ce que tu proposes d'écrire et après la réalisation sur le papier.
Je pense que effectivement, il y a pas mal de ping-pong. Après, on est aussi amis dans la vie et voilà, c'est la 3e fois qu'on travaille ensemble, donc je pense que ça se fait assez naturellement. Et je pense qu'on a des sensibilités, des manières de raconter qui se rapprochent. Enfin, dès le début, en fait, des Shigana et déjà tout de suite, finalement, quand Surya m'envoyait le storyboard, c'était exactement ce que j'avais en tête. Et je pense qu'il a cette facilité aussi à vraiment savoir retranscrire les intentions dans un scénario, enfin dans les planches. Et du coup, oui, l'idée c'était, il m'a vraiment laissé ultra libre d'écrire l'histoire que j'avais envie. Mais après, il me donnait aussi son avis. Après, on s'est vu pour faire le prédécoupage ensemble aussi. Ce qu'on avait déjà fait sur l'histoire pour Tezukomi, de discuter ensemble, vraiment de vive voix ensemble, un peu à essayer d'imaginer les planches. Et voilà, après, on se parle, on se tient l'un l'autre au courant régulièrement aux différentes étapes, sans être trop interventionniste non plus, parce que finalement, il m'a vraiment laissé libre d'écrire. Et puis après, moi, en fait, tout ce qu'il m'envoyait, je trouvais ça super, donc j'avais pas grand-chose à dire. Ouais, ce qui comptait, c'était de valider, je pense, chaque étape entre nous, je pense, avec l'éditeur aussi d'ailleurs. Donc, quand je faisais mes dessins, je lui envoyais pour savoir ce qu'elle en pensait. Et c'était vraiment juste histoire d'être contents tous les deux sur le résultat final, je pense. Pareil pour l'histoire. Hein. Comme tu dis, hein, c'était vraiment, on se renvoyait la balle. Mais c'était très rapide et très organique, on va dire. Il n'y a même pas de conflit, il n'y a même pas d'incroyables retournements de situation. Nous sommes très déçus. Alors on va la refaire et vous allez nous inventer quand même un petit peu des querelles. C'est vrai qu'on parle un petit peu de l'histoire et de comment le projet s'est établi, mais on a oublié un essentiel quand même. C'est juste pour celles et ceux qui nous écoutent, juste c'est quoi l'histoire de Moineau quand même? Donc l'histoire de Moineau, c'est l'histoire d'Alice, donc dans un univers qui est un peu inspiré de l'Italie du fin 19e siècle, de la fin du 19e siècle, pardon. Et donc c'est une petite fille qui vit dans un village avec sa mère, qui est pas vraiment présente, on va dire. Et les autres enfants du village lui mènent la vie dure, donc c'est pas super facile pour elle jusqu'au jour où elle trouve un oiseau blessé. Et en même temps, elle fait la rencontre d'Ingrid, qui est une vieille femme qui vit seule dans la forêt et qui va un peu la prendre sous son aile et l'aider à grandir. La prendre sous son aile, très bon jeu de mots Même en pas plus. fait exprès. En termes de recherche, de direction artistique, tu avais des inspirations très précises dans ce que tu voulais faire. Est-ce que tu allais regarder un petit peu ailleurs pour pouvoir restituer ce petit univers? J'ai pas de référence précise là pour Moineau. Ce que je savais, c'était que je voulais faire mes planches à l'aquarelle, ça c'est sûr. Après, c'est une première pour moi d'ailleurs, l'aquarelle pour les planches, j'en ai jamais fait avant. Donc c'était vraiment cool de pouvoir tester ça. Et en inspiration, je pense que j'ai pas vraiment de référence. J'ai toujours été inspiré par les mangas, par Miyazaki. Je pense que ça se ressent aussi. Oui. Mais là, comme ça, je vais réfléchir, je te dirai tout à l'heure. J'ai pas de référence précise pour le dessin, en tout cas. Je voulais quelque chose de très organique, très spontané, je pense, dans le trait. Et surtout, je voulais quelque chose d'assez différent de ma façon de faire dans Tali. Où c'est un dessin plus raide, je pense, plus... comment on appelle ça, plus rigide peut-être au niveau de la plume. Là pour Moineau, je veux quelque chose de plus organique, de plus spontané pour que ça aille avec ma colorisation après. Et peut-être un peu moins détaillé aussi, enfin avec moins de traits, moins chargé, puisque en fait, alors ça permet de s'en rendre compte, mais dans les bonus de fin, en fait, t'as la couverture qui a colorié soi-même, et tu t'aperçois qu'en fait, c'est assez économe en termes de traits par rapport à ce que tu peux faire notamment sur Tali, j'ai l'impression. Ouais, totalement, c'est une façon de faire différente. C'est même le format de la planche est plus petite pour Moineau. Et juste, j'avais envie de me faire plaisir et de pas me stresser et d'être rigide sur le trait, justement. Justement parce que l'aquarelle, je pensais que ça allait être lourd à faire derrière. Si c'était trop précis, ça voulait dire que l'aquarelle devait être aussi précise et minutieuse que l'ancrage. Je voyais venir un peu la galère et j'étais là, bon, faut pas que je réfléchisse comme ça, je vais juste faire un truc spontané et organique et voir où ça mène. D'accord. Alors j'ai une question un peu sur l'aquarelle parce que de mémoire, votre histoire dans Doggy Bags, elle était aussi en couleur. Mais c'était pas de l'aquarelle à ce moment-là. Alors c'était...
Non, c'est la colorisation numérique. J'ai toujours tout fait en numérique pour les couleurs avant. Et donc, alors, c'est quoi la différence vraiment en termes de ressenti, en termes de technique? Qu'est-ce qui a changé pour toi dans l'appréhension de cette technique? Qu'est-ce qui a changé? En fait, ce qui m'embête avec la colorisation numérique, c'est le côté très répétitif des aplats. Alors moi, j'ai une façon de colorier en numérique qui est de faire les aplats et de rajouter les ombres, une texture après. Sauf que c'est une technique qui est très répétitive et pas passionnante. J'ai une palette de couleurs et je remplis mes personnages en fonction de la palette. Donc même créativement, c'est pas intéressant, je trouve. Tu t'amuses pas. Quand il y a plein de pages comme ça, quand c'est sur de la BD, c'est vraiment pas marrant pour moi. Ok. Quand c'est une illustration, c'est différent parce que bon, c'est juste une image et je peux m'amuser. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti sur de l'aquarelle parce que je voulais changer de technique et m'amuser et pas soupirer à chaque fois que j'avais une planche à coloriser. Donc, mais je suis vraiment content. C'était très très intéressant pour moi. J'ai beaucoup appris. Mais alors du coup, là c'est vraiment une question naïve puisque je connais vraiment pas par rapport à les planches après. Il n'y a pas un... Vu que c'est de la peinture à l'eau, si je dis pas de conneries, c'est ça. Sur le rendu, il n'y a pas une perte un peu d'effet par rapport à quand tu numérises la planche pour ensuite la réimprimer. Il y a pas. Si, ouais, totalement. Parce que j'imagine que tes planches, enfin cette couverture par exemple, comme on la voit sur imprimée, est quand même un petit peu différente par rapport à l'original. C'est toujours compliqué de scanner une planche qui est colorisée. Moi, j'ai trouvé des paramètres qui me convenaient, je pense. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que mes planches scannées sont toujours retouchées en numérique après. Je rajoute des effets même sur Photoshop. C'est jamais exactement la planche 3D qu'on voit. Moi, ça me gêne pas. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et ensuite, en fonction de la qualité, ça dépend parce que l'ancrage, c'est sûr que ça sera jamais aussi net que si on scannait le line séparément avec une résolution élevée. Moi, j'aime bien quand les deux sont mélangés, ça me gêne pas du tout. Cette mini perte de qualité qu'on peut avoir, je préfère mélanger les deux sur une seule planche, que me prendre la tête à scanner une fois l'ancrage. Parce que je sais qu'il y en a qui font ça, ils font l'ancrage séparément, ensuite ils font la couleur sur une autre planche, puis ensuite ils mettent les deux ensemble. Je trouve ça un peu galère. Moi, j'aime bien avoir tout ensemble, je trouve ça plus organique et plus amusant. Ok. Elsa, comment on fait pour passer d'une micro-nouvelle sur une page en une BD de 40 planches? Du coup, c'est deux manières d'écrire que je travaille spontanément. Enfin, au départ, quand je me suis remise à écrire avec La Grande Ourse, et en fait, c'est sorti tout de suite en scénario. Et finalement, c'est presque mon écriture la plus spontanée, en fait, d'écrire en scénario de BD. Même si La Grande Ourse, quand je l'ai écrit, j'imaginais pas en faire une vraie BD, mais n'empêche que ça sortait comme ça. Et c'est vrai qu'après, au début, je me suis un peu forcée à retrouver l'écriture, parce que quand j'étais ado, j'écrivais beaucoup plutôt de littérature parce que je lisais pas de BD en fait. Et au départ, je me suis un peu forcée. Maintenant, c'est vraiment un plaisir que j'ai de faire mes nouvelles en écriture automatique. Mais il y a un peu cette déformation où très vite, j'ai envie d'en faire du scénario de BD. Je sais que la plupart des petites nouvelles, donc effectivement, qui sont dans mon recueil ou que j'écris, celles qui me durent dans la tête longtemps, en général, il y a toujours un moment où j'aimerais bien en faire une BD. Mais effectivement, c'est pas du tout la même chose parce que c'est même pas, enfin, j'ai même du mal à les appeler vraiment des nouvelles. Enfin, je dis que c'est des mini-nouvelles, mais ça respecte pas du tout les codes parce que c'est assez codifié en fait. En général, l'écriture de nouvelles. Et moi, c'est pas ça. Moi, je fais plutôt des portraits de personnages. Et forcément, en BD, on peut pas juste faire un portrait parce qu'il y a le dessin qui est déjà là pour ça. Et donc, ouais, ça a été tout un truc de trouver d'autres éléments. En plus de mon histoire, d'amener d'autres personnages et de voir ce que j'avais envie de raconter au-delà de ce personnage qui en fait le point de départ de l'histoire de Moineau, c'était le mot orgueil parce qu'en général je travaille à partir d'un mot quand j'écris mes histoires et finalement en fait juste parler de l'orgueil ça m'intéressait pas et d'ailleurs elle est plus vraiment orgueilleuse cette Moineau là mais en fait j'ai rajouté plein d'autres éléments et assez spontanément j'ai écrit oui, je peux basculer de l'un à l'autre et il faut juste que je trouve des ingrédients en plus et puis un début, une fin, ce avec quoi je m'embête beaucoup moins sur mes nouvelles. Là, l'idée, c'était vraiment de raconter une histoire
Et puis après, le travail de Souria m'inspire aussi parce que ça, de connaître son travail, en plus qu'on a déjà travaillé ensemble, ça inspire aussi mon écriture et ce que je vais faire parce que je sais déjà. Enfin, il va toujours me surprendre, mais n'empêche que il y a une partie de moi mentalement qui sait comment est-ce qu'il va se réapproprier les planches. Et donc, ça va dicter un peu la manière dont je vais composer mon histoire. Parce qu'à la base, donc, on part sur une fille qui est moquée par son physique, que l'on affule d'un surnom. Et enfin, dans la nouvelle, grosso modo, c'était juste le fait de se réapproprier en fait le prénom d'une moquerie, de dire oui, bah en fait, je suis comme je suis et deal with it. Mais là, ça part un peu plus loin quand tu transformes ça donc en histoire, parce qu'il y a cette histoire d'un oiseau qui est recueilli, mais aussi cette figure. Et quelque part qui est un peu plus même un sujet un peu plus difficile donc cette mère qui est absente, et d'avoir donc des mères de substitution, et t'en parles à la fin dans la postface. En fait, c'est un thème, j'ai été très marquée par l'essai Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estes, si je le prononce bien, et qui est tout un ouvrage où elle analyse de manière on accroche ou moins, parce que des fois elle prend un peu les choses dans son sens à elle, mais elle analyse des contes du monde entier pour en tirer des choses sur le féminin. Et en fait, il y a un petit passage que j'ai pas réussi à retrouver en plus, parce que le bouquin fait genre 750 pages. Donc j'ai essayé de feuilleter, mais je retrouve plus où c'était. Mais en fait, elle parlait de ce concept qu'elle appelle les petites mères sauvages, qui sont en fait les femmes qu'on va croiser dans notre vie, qui vont nous apporter des choses que notre mère, au sens biologique du terme, ou au sens éducatif du terme, enfin familial, vraiment, notre mère de sang ou adoptive d'ailleurs, mais n'a pas pu ou su nous apporter. Et en fait, ça m'a énormément parlé parce que la question de la figure de la mère m'intéresse beaucoup. Et là, voilà, ça m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, je pense que de toute façon, la famille, aujourd'hui, en tout cas dans notre société occidentale, on est vraiment justement dans une espèce de figure où la famille, c'est les parents et c'est tout, et presque juste la fratrie un petit peu, mais même moins. Et on a l'impression qu'il n'y a que les parents qui nous apportent quelque chose, alors que c'est complètement faux. Et qu'en fait, moi, je le vois en ayant des enfants aussi, en fait, ils vont aussi apprendre de leurs instituteurs, de leurs amis, de tous les gens qu'ils croisent, et qu'en fait, les parents ont une importance moindre, en fait, dans ce qu'ils leur apportent. Et puis, en fait, parce qu'on arrive tous avec nos qualités, nos défauts, et qu'on ne peut pas tout leur apporter non plus. Ils ne sont pas aussi omnipotents que tu le pensais. C'est ça. Tu t'en es rendu compte en devenant... J'en avais déjà conscience avant, mais encore plus, en fait. Et c'était quelque chose d'important pour moi, mais où je vois que c'est difficile pour certaines personnes aussi, justement, d'accepter que les enfants apprennent, je sais pas, de leurs nounous, de leurs instits, de leurs copains, et qu'on peut pas les façonner. Enfin, moi, je sais que c'est un truc où j'ai vraiment toujours essayé d'encourager à ce qu'ils soient ce qu'ils voulaient, mais en fait, ça questionne beaucoup parce qu'effectivement, on a toujours une image en tête. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et du coup, tout ce truc de ces figures de femmes, parce que au-delà de ça, la sororité m'intéresse beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose qui était peu raconté, qui l'est de plus en plus. Parce que finalement, les récits étaient beaucoup racontés par des hommes avant. Et donc, on le perdait. Mais ce truc, oui, pour devenir une femme, en fait, on va apprendre d'autres femmes et qu'il y a tous ces héritages-là. Que finalement, la figure de la grand-mère, en fait, plein de modèles, mais comme pour des hommes, mais pour le coup, je ne suis pas un homme, donc, mais on se construit avec plein de modèles, en fait. Et du coup, c'était vraiment quelque chose que je voulais travailler en BD, tout en étant un peu impressionnée par l'ampleur de la chose, parce que voilà, en vrai, il y a vraiment plein de choses à en dire. Et du coup, là, ça a été un bon point de départ, parce que ça reste une histoire de 32 pages, donc je vais pas partir trop loin non plus. Mais ça permettait déjà d'aborder cette question-là, en fait, de femmes de différents âges qui peuvent nous apporter plein de choses, en fait. Et notamment Ingrid, qui est une vieille femme. Et c'est pareil, je pense qu'on minimise beaucoup les vieilles dames aujourd'hui. Enfin, on a l'impression qu'elles sont pas intéressantes, alors qu'en fait, elles ont quand même des vies. En général, si on écoute un peu, elles ont des vies incroyables. Elles ont traversé plein de choses, plein d'épreuves, et elles ont beaucoup à nous apprendre. Et on voit d'ailleurs qu'en général, les enfants, par exemple, aiment bien finalement les vieilles dames, et que les grand-mères sont importantes dans notre construction. Je pense pas tous, mais beaucoup, les grand-mères nous apportent beaucoup. Et du coup, j'avais bien envie d'avoir ce personnage-là. Voilà, tout s'est composé comme ça. C'est quelque chose que tu ressens aussi, ce genre de construction par les autres personnes. C'est même à titre personnel, si tu as eu des modèles un peu comme ça, et que c'est des choses que tu peux du coup retransmettre par le dessin aussi. Je suis tout à fait d'accord avec Elsa, ouais. J'y ai pas autant réfléchi,
j'avoue. Mais dans ma vie personnelle, ouais, totalement. Ouais. Je pense que en bout d'un moment, je pense qu'on se rend compte que on fait des rencontres qui ont bouleversé notre vie, hein, tout simplement. Je trouve que tout le monde arrive à un stade où, pour ceux qui quittent le cocon familial, je pense qu'on a tous fait ce type de rencontres, quoi. Par rapport ensuite à la famille, ouais, aussi, j'ai pas ce type de relation avec ma grand-mère, mais, mais je pense que j'aurais bien aimé, ouais, peut-être plus apprendre d'elle. Ouais. Ouais, moi, c'est vrai que là-dessus, moi, ma grand-mère, mais je m'en suis rendu compte à posteriori, pour Ouais, le plus coup. tard. Parce que justement, c'était pas une Ingrid, mais c'était quand même pas quelqu'un de très doux. Et c'était plutôt une femme assez dure, mais en fait, parce qu'elle a vécu beaucoup de choses. Je pense que c'est aussi une génération de femmes qui ont vécu plein de trucs durs et tout. Mais par exemple, c'est vraiment elle, à posteriori, je me suis rendu compte qu'il m'a donné son amour de la nature. Et qui s'est ancré en moi, alors que quand j'étais petite, c'était la plaie en fait d'aller faire des balades en forêt et tout, et que j'avais pas envie. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est les plus beaux souvenirs de mon enfance. Et j'observe beaucoup ça. Enfin, moi, mes enfants ont perdu leur deux grand-mères, donc ils grandissent avec ce manque. Et du coup, ils se retrouvent d'autres figures comme ça. Mais je pense que ouais, c'est des femmes qui ont vachement à nous apprendre, et peut-être moins justement peut-être sur les générations de grand-mère maintenant, mais par exemple, moi, ma grand-mère, c'est une fille de paysan qui avait grandi dans la nature. Et ce lien-là qu'on perd quand on est un enfant citadin, par exemple, c'est hyper précieux. Et donc, même si là, c'est différent dans le contexte, je trouvais ça intéressant. Ouais, toute cette idée un peu de la sorcière, finalement, mais au sens non magique du terme. Je trouve ça intéressant, ces vieilles femmes qui ont ce lien-là avec un monde d'avant aussi, qui ont plein de connaissances, qui ont plein de choses à nous apprendre. Et du coup, c'est aussi un petit kiff avec le thème de la nature, de pouvoir en fait simplement mettre à contribution toutes les balades que tu fais, les photos que tu postes, parce que du coup, Elsa a aussi un Instagram sur lequel vous trouvez des photos de petits oiseaux très différents et de jolies plantes et plein de petits animaux très mignons. Et du coup, c'est la différence entre le moineau et le jet. Toi, tu la faisais facilement. Moi, je me suis fait berner, hein, clairement. Moineau, pour moi, c'était du coup le moineau qu'elle J'y connais vraiment rien, quoi. C'est Elsa qui m'a dit fais cet oiseau-là, c'est mon préféré. Moi, j'ai trouvé ça, et je l'ai trouvé très beau, donc j'étais content de le dessiner. Mais ouais, sinon, en termes d'oiseaux, j'ai aucune connaissance. Mais après, j'apprends. Hein. Donc, avec chaque projet, c'est ça qui est beau aussi. Hein. On apprend des histoires. C'est ça qui est beau de travailler avec un scénariste ou une scénariste. C'est que, comme c'est pas un univers qu'on aurait choisi spontanément seul, on s'attaque à des choses qu'on connaissait pas. On fait des recherches différentes, que ce soit pour les décors ou pour les personnages, les vêtements. Et c'est ça qui est très, très intéressant aussi, les collaborations. Une forme de challenge un peu. Ça te pousse à te dépasser en quelque sorte, ou à juste à pas on va dire, rester dans ta zone de confort, même si j'imagine que c'est pas forcément être dans sa zone de confort que d'avoir juste son propre projet. Enfin, j'imagine que tu te reposes pas sur ta lie, que tu essaies de te réinventer aussi, qu'il y a des challenges. Mais là, c'est encore une approche différente alors. Ouais, totalement. Travailler avec des scénaristes, c'est toujours un challenge dans le sens où c'est pas un projet personnel, il faut que ça convienne à d'autres personnes, enfin à une autre personne. Et ce qui est intéressant, c'est justement de donner naissance à un projet à deux et pas avoir ce sentiment de se dire j'ai sacrifié ça ou j'ai pas aimé ça, mais ça fait plaisir à l'autre. C'est trouver un truc qui nous plaît à deux, comme je vais dire comme un bébé, mais c'est un peu ça, quoi. Ça fait une œuvre qui est totalement originale grâce à ça, quoi. Et par rapport au challenge, c'est très intéressant pour un dessinateur, mais c'est pas désagréable. Enfin, pour moi, en tout cas, j'aime bien trouver des nouveaux thèmes et apprendre. Est-ce qu'on voit aussi tes recherches graphiques? Ça t'a pris longtemps de pouvoir créer ces personnages, donc Alice, donc la petite fille, Ingrid, la grand-mère, et finalement façonner tout ce petit environnement qui est destiné à vivre après dans votre histoire. Là, a priori, l'univers de Moineau est pas si éloigné de ce que j'aime dessiner en général. Disons que ça pourrait être, clairement, je suis désolé, je te coupe, ça pourrait être un village isolé dans l'univers de Thalie, par exemple. Ouais, totalement, ouais. Donc à ce niveau-là, c'était pas non plus... j'étais pas dans l'inconnu, mais
Après, pour les recherches, on a travaillé ensemble, on a trouvé des refs ensemble, avec l'éditeur aussi qui nous a aidé avec des références. Donc ça s'est fait assez rapidement. Pour la création des personnages, je pense que je suis arrivé très vite à un chara design, j'ai l'impression, qui nous plaisait. Ouais. Parce que peut-être que j'avais déjà une vision de... Je m'imaginais un personnage comme ça. Et ensuite, je construis autour du personnage principal en fonction des contrastes, etc., de ce qu'on peut créer en termes de silhouette ou volume différents. Donc ça s'est fait assez rapidement quand même, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, enfin oui, tes recherches, c'était tout de suite... C'était pas laborieux, ouais. Vous avez fait une précédente histoire dans Doggy Bags, qui est quand même très violente. Là, on est dans un tout autre registre, beaucoup plus jeunesse. De toute façon, c'est parce que Kinaï, c'est un éditeur à destination de la jeunesse. C'est plus facile ou plus dur d'écrire des choses, on va dire, pour un public plus jeune que pour un public plus adulte, puisqu'il faut se mettre à la place un petit peu aussi, parfois, de son lectorat et de voir notamment qu'est-ce qui est à la fois racontable, on va dire, mais même aussi dans la façon de véhiculer un message, de comment réussir à faire en sorte que ça passe bien auprès d'un lectorat qui est plus jeune. Ouais. Effectivement, je pense que la jeunesse, c'est des challenges différents. Je prends vraiment autant de plaisir à écrire des histoires super violentes que des histoires très douces. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une cohérence dans nos 3 histoires. Mais voilà, je sais pas, il y a un truc, je pense, il y a des trucs mignons dans Shiganae quand même si ça se termine pas très bien. Et elle est mignonne, l'héroïne, elle est touchante quand même. Il y a une similitude parce qu'elle est aussi un petit peu brimée, comme Moineau, ouais, mais voilà, puis, elle fait pas la même chose. Non, elle fait pas la même chose. Mais je réfléchissais à ça d'ailleurs sur le fait que souvent quand je dis des histoires sur le harcèlement, par exemple, je suis pas trop d'accord avec les messages véhiculés et qu'en fait moi j'avais entre les deux, c'était un espèce de grand écart de ma vision des réponses au harcèlement. Donc bon, peut-être qu'il faut pas aller à Shiganae, mais trouver un truc entre les deux. Mais du coup, effectivement, quand on parle aux enfants, je pense que faut faire attention à ce qu'on dit parce que je pense qu'on a une responsabilité de transmission et qui est importante parce que, dans les représentations, dans les messages, justement, par exemple, sur le harcèlement, je trouve que souvent les messages, je sais pas, on a une responsabilité parce qu'on leur donne des pistes, en tout cas, de réflexion. Mais après, je me mets jamais non plus une énorme pression dessus parce que j'essaie de réfléchir aussi aux histoires qui m'auraient fait plaisir de lire quand j'étais gamine aussi. Donc voilà, c'est assez marrant. Je sais pas, toi, si... Il y a plein de similitudes. Déjà, il y a un petit animal dans chaque histoire. C'est vrai. Bon, c'est pas vrai. Dans Ayako, il y a pas... Si, il y a un petit chien à la fin. Oh, il y a un animal quand même. Ouais. Puis Ayako, c'est peut-être aussi... Non. C'est notre histoire dans Tezukomi, du coup. Ouais, mais qui, du coup, on ne peut pas encore lire. Non, pardon, je confondais dans Shiganae, il n'y a pas de... Il y a un fantôme, quoi. Ouais. C'est pas... Il y a un fantôme, mais c'est pas un animal. J'ai confondu, je veux dire Shiganae, en fait. Oui. Moi, pour Moineau, en fait, quand je l'ai lu, je ne l'ai pas abordé comme une histoire jeunesse. En fait, je l'ai trouvé qu'elle a été très adulte, en fait. Dans mon traité, quoi, je me suis pas dit que c'était pour les enfants parce que je l'ai pas senti comme une histoire vraiment jeunesse. J'ai trouvé assez violente, en vérité. Je l'ai trouvé très dark. Disons que les harceleuses harcèlent, quoi. Vraiment, elles sont... Ils jettent des pierres, quoi. Ouais, c'est ça, elle se fait... Ouais, mais les enfants sont comme ça, en vrai. Et Alors, je me suis battu, mais on m'a jamais quand même... si, une fois, on m'a jeté une pierre, mais c'était pas... On m'a jamais lynché, quoi. Enfin, j'ai jamais un groupe de 6 gamins qui est venu... Je trouve que là-dessus, je pense que justement, souvent dans les histoires jeunesse, on a tendance à faire des trucs très mignons et tout, alors qu'en fait, il y a une vraie violence chez les enfants, je pense, et qu'il n'y a pas du tout de filtre, en fait, dans la méchanceté, parce qu'en fait, ils vont répéter ce qu'ils entendent en amplifié, et puis ils vivent tout vachement plus intensément aussi. Et moi, je l'ai écrite pas juste à destination des enfants, c'était vraiment tout public. Mais pour moi, par exemple, ça va pas traumatiser les enfants parce qu'en fait, ce qu'ils vivent dans la cour de récré est violent. On a tendance à l'oublier quand on est plus grand parce qu'on a l'impression que les enfants sont des petites choses mignonnes. Non. Et en fait, c'est pas des petites choses mignonnes du tout, en fait. Et c'est souvent des personnes assez solides. Et puis enfant, je pense qu'on peut basculer très vite parce qu'on a moins de notions de morale, peut-être, en fait, aussi. Et du coup, c'est vrai que je l'ai pensé autant pour tout le monde, quoi. Mais oui, je suis pas étonnée en fait que ça semble dark.
Ouais, je pense pas je me souviens plus que c'est qui avait dit ça. Je crois que c'est Miyazaki aussi qui disait qu'il fallait pas justement penser les histoires pour enfants comme si c'était des êtres vraiment fragiles ou quoi que ce soit. C'est En sucre. exactement, il fallait vraiment les aborder comme des qu'ils étaient intelligents, quoi, qu'ils allaient comprendre l'histoire qu'on allait leur raconter et leur proposer quelque chose de sérieux enfin, et de pas leur offrir quelque chose de niais, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je pense que moi, mes dessins, je les ai pas pensés comme si j'étais en mode ah oui, je vais faire un truc plus mignon ou changer mon style. Je pense qu'un enfant qui va lire Moineau va comprendre directement où on veut en venir et pas être brusqué d'avoir des scènes, comme tu dis, violentes ou avoir un dessin plus. Je sais pas comment il est le dessin, plus organique, je sais pas. Non, bref, je pense qu'il faut faire une histoire quand même assez sérieuse pour les enfants, même si c'est juste, comme tu dis, il y a une responsabilité derrière, mais pas être trop gentil sur comment le raconter en tout cas. Pas sous-estimer leur capacité à comprendre. Je pense qu'il faut pas croire qu'ils sont en sucre. Et en vrai, voilà, en vrai, le harcèlement, ils le vivent. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'ils vivent. Et qu'au contraire, c'est pas les aider de raconter que des trucs très mignonnes ou en prenant plein de détours pour pas les secouer, parce qu'en fait, ils vivent plein de choses compliquées. Et je pense que quand on réfléchit à des lectures qu'on a lues enfant, en fait, c'est rarement des trucs tout doux qui nous ont marqués. C'est plutôt des choses qui nous ont... Même les films, enfin, c'est pareil, en fait, finalement... c'est plutôt des choses qui nous secouent un peu, qui vont aussi nous aider en fait et nous donner des clés pour grandir. Donc, pour moi, je pense qu'il faut s'adresser aux enfants comme aux adultes en fait. Il y a des choses, il faut faire attention. Effectivement, faut pas les mettre. Enfin, justement, par exemple, faut pas les laisser devant la violence de manière complètement gratos. Par exemple, la violence doit pas être gratuite ni rien, mais si on les accompagne et si on les prend un peu par la main, on n'a pas besoin de leur parler comme à des idiots parce qu'ils le sont pas du tout. C'est pour ça que tu essaies même un peu de contextualiser la violence qu'il peut y avoir dans Moineau quand Alice demande pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça avec moi, où tu expliques vraiment voilà, cette peur de la différence. C'est ça le message en fait. C'est ça aussi, ouais, de dire. C'est ça parce que, voilà, comme je disais, souvent quand je dis des trucs sur le harcèlement, je trouve qu'on parle pas assez de pourquoi les harceleurs harcèlent aussi et qu'en fait, c'est pas juste. Enfin, c'est pareil, je disais qu'il y avait plus de méchanceté et tout, mais en même temps, il n'y a rien qui est gratuit. Enfin, il y a pas, le monde n'est pas binaire, il n'y a pas les gentils et les méchants. On peut tous se retrouver à être harceleur ou harcelé, je pense, et quand on est enfant, on a pu faire du mal, enfin même adulte en fait, des fois on fait du mal à d'autres et puis des fois c'est d'autres qui nous font du mal. Et aussi sans excuser ce qu'on peut faire, mais de dire aux enfants en fait que la personne en face, c'est pas juste un méchant en fait, c'est quelqu'un qui vit, qui a des émotions aussi et qui, sans qu'on lui pardonne comme ça, type voilà il souffre, c'est pour ça qu'il est méchant. Non, mais voilà, peut-être qu'il y a des raisons qui font que et je pense je pense qu'effectivement, la différence, j'allais dire pour les enfants, mais chez les adultes aussi, ça provoque souvent des réactions violentes. Et en fait, il faut pas. Je pense qu'il faut pas s'interdire d'être différent, mais c'est ça qui est dur quand on est enfant, par exemple, parce qu'on a vraiment envie de rentrer dans le rang, de se faire des copains, de se faire accepter. Et des fois, on n'y arrive pas parce qu'en fait, on est trop différent pour plein de raisons. Et en fait, c'est chouette aussi. Et que c'est ça aussi, voilà, d'autres rencontres qui vont nous montrer qu'en fait, c'est cool d'être différent aussi parce qu'on a plein de choses à apporter comme on est, quoi. J'ai une question aussi pour juste la construction, enfin le rythme, l'alternance entre les planches, on va dire, un peu traditionnelles et celles où tu fais plus des compositions, des fresques, des grandes pages. C'est aussi quelque chose que vous avez travaillé ensemble. C'était ou c'est toi parfois qui a proposé en disant pour cette séquence-là, je verrais bien quelque chose où les cases disparaissent pour avoir vraiment quelque chose qui laisse un peu flotter le temps. Oui, c'est vrai qu'on avait ce genre de page pour les ellipses de temps. Le storyboard, je proposais après. Je fais le storyboard et je le montre ensuite à Elsa et notre éditeur qui valide qui valide ou pas. C'est un travail de collaboration. Mais pour ce choix-là, c'était spécifiquement pour les ellipses de temps, je pense, pour montrer qu'elle apprend. Parce que comme c'est une histoire qui est en 30 pages, on peut pas tout raconter et on est obligé des fois d'aller plus vite. Et puis il faut savoir comment comment amener la fin. En fait, comment savoir je dois terminer à ce moment-là.
comment est-ce qu'on l'ouvre. Alors la fin, tu l'avais déjà techniquement, parce que c'était oui, vraiment... c'était le point de départ, mais il fallait voilà, que tu retravailles pour que ce soit moins forcément une question... Enfin, parce que par rapport à la... Parce que du coup, à la fin, on a la nouvelle, donc on voit l'intention de départ, et puis quand tu regardes de nouveau la BD, il y a quand même quelque chose de plus presque apaisé, en fait, par rapport à justement toute la violence qu'il y a dans l'histoire. C'était vraiment... l'histoire, voilà, le point de départ, comme je disais, de ma nouvelle, c'était l'orgueil, et là, c'est plus ce que j'avais envie de raconter. Même si c'était pas vraiment de l'orgueil, en fait. Enfin, c'est une version positive, parce que je pense que c'est important, en fait, de croire en soi et d'être fier de ce qu'on est. Voilà, donc effectivement, voilà, j'avais cette fin, j'avais cette chute d'abord. Après, moi, je sais que le 32 pages, c'est un format que j'aime bien. Enfin voilà, Surya comme moi, on a pas mal travaillé, parce que 32 pages, c'est le format Doggy Bags à peu près, qui est une trentaine de pages aussi. Et que je trouve que c'est une gymnastique mentale assez chouette d'essayer d'écrire une histoire. Alors forcément, effectivement, ça oblige à faire certains accélérés, à pas aller hyper loin. Enfin voilà, effectivement, j'aurais pu écrire aussi une histoire de 150 pages sur Moineau en prenant beaucoup plus le temps. Là, ça oblige à aller vite. Et en même temps, je pense que Surya comme moi, on a une écriture assez contemplative aussi, qui prend le temps de développer les émotions. Et je trouve que c'est une gymnastique mentale assez chouette à écrire. Et après, Surya le fait aussi très très bien dans sa narration visuelle, en fait, de trouver cet équilibre-là pour rentrer dans une courte pagination et quand même prendre le temps de développer les émotions de nos personnages. Pas de frustration d'avoir pas pu justement développer certains aspects, parce que par exemple la maman, au final, on sait pas trop ce qu'elle a, on n'arrive pas forcément à cerner toute la relation qu'elle entretient avec sa fille. Oui, bah ouais, effectivement, on aurait pu écrire une histoire plus longue et je pense qu'on serait éclaté aussi. Mais c'est le jeu du 32 pages, en fait, de laisser. Après, j'aime bien aussi laisser des choses au lecteur, en fait, de décider. Alors, il y a des lecteurs qui aiment pas, justement, ne pas avoir toutes les infos, mais c'est vrai que dans mon écriture, en général, j'aime bien laisser des choses où, en fait, le lecteur, il peut imaginer ce qu'il veut aussi, il peut transposer un peu ce qu'il veut et amener les pièces manquantes, en fait. Ouais, je trouve que c'est bien aussi. Moi aussi, j'aime bien faire ça. Je pense que c'est pas la peine de rajouter des problématiques si tu n'auras pas le temps ensuite de donner la réponse dans l'album. Laisser le lecteur s'imaginer des choses ou chercher de lui-même. Parce que, voilà, comme tu dis, c'est 32 pages, il faut qu'il y ait une fin. Et ce que j'aime bien moi, dans le 32 pages, c'est que c'est comme un court-métrage, quoi. C'est pas parce que c'est plus court qu'on va pas pouvoir transmettre une émotion plus forte. Moi, j'ai des courts-métrages de 5 minutes qui m'ont fait ressentir plus de choses qu'un film de 2 heures, quoi. Et je pense que c'est possible aussi avec des BD. Voilà. Ok. Il y a une question aussi, c'est le format de publication. Du coup, parce que le 32 pages, vous êtes habitué, vous l'avez déjà fait au sein d'Anthologie, c'est pareil, mais là, on est vraiment sur vraiment une publication type single issues. Enfin, c'est pour ça que nous, on en parle avec First Print, parce que c'est vraiment du comics jeunesse, mais publié avec en chapitres. On voit pas ça souvent non plus dans le paysage français. Non. Je trouve que c'est une super idée de Romain, notre éditeur. C'est un format qui est chouette. Je pense qu'il peut vraiment correspondre aux enfants et aux jeunes ados. Moi, je sais qu'en festival, je vois beaucoup de, justement, à partir de 10-11 ans, qui décrochent complètement du franco-belge, en fait. Et je pense que c'est le genre d'objet qui peut leur plaire, même dans le livre-objet lui-même. Et après, je trouve que c'est chouette. C'est chouette à imaginer, en fait, en tant qu'auteur, en fait, d'avoir un format comme ça, qui sort du franco-belge classique, en fait. Non. Toi, tu t'en fous. C'est une BD, je m'en bats les fous. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi. Ouais. J'ai jamais travaillé sur ce type de format. Enfin, je veux dire, en fascicule, je veux dire. Et parce que c'est pas commun. C'est pas commun du tout. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Pas forcément une difficulté, parce que c'est quand même le marché de la BD jeunesse, c'est hyper occupé, pour pas dire saturé. Ouais, mais qui justement est aussi assez répétitif. Je trouve qu'il n'y a pas de... C'est beaucoup la même chose. Souvent, voilà, c'est du... je sais plus, ça doit être du 56 pages ou même 42 peut-être. Je sais plus exactement comment c'est, mais... Et c'est des grandes BD cartonnées. Et je pense que les enfants, du coup, après, vont aller vers le manga et se détourner complètement du franco-belge. Vraiment, c'est quelque chose que je voyais en festival. Beaucoup même de parents qui le regrettent, ce que je trouve dommage, parce qu'en fait, le manga, c'est hyper chouette aussi. Mais que là, en fait, ça propose encore autre chose. Et aussi, il y a la question du prix. Qui est chouette, en fait, parce que du coup, c'est accessible. Moi, je sais que la plupart de mes BD, pas forcément dans les collectifs, mais les BD que j'ai faites jusque-là, c'est des BD avec des belles fables et qui sont chères. Et du coup, je sais que c'est pas accessible à tout le monde. Et là, en fait, c'est un petit prix.
Et pour les enfants, c'est chouette, enfin même pour les adultes d'ailleurs, c'est chouette aussi d'avoir des BD accessibles à des plus petits budgets également. Je pense que c'est important aussi pour toucher un public et pour que les gens puissent lire des histoires, quoi. C'est des bouquins que tu verrais placés dans des bibliothèques, enfin pas des bibliothèques, mais genre des, je sais plus comment ça s'appelle, des centres de lecture dans les écoles. Ouais, je pense que ça peut être bien. Enfin, même, voilà, ça se lit vite, c'est un 32 pages. C'est aussi bien pour des enfants qui aiment pas trop lire, enfin, qui peuvent être plus intimidés par des gros bouquins et tout, et ça peut vraiment aider. Enfin, je sais que pour revenir à ma fille, par exemple, elle est dyslexique et en fait, elle a appris à lire avec la BD, en fait. Et je pense qu'il y a plein d'enfants qui ont des difficultés pour la lecture et que ça aide. Et en plus, là, c'est un petit format, 32 pages, c'est pas intimidant non plus, en fait. Et que je pense que ça peut être chouette. Ouais, voilà, pour les enfants. Et puis après, pour des plus grands, c'est bien parce que c'est aussi transportable. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment un format qui peut être intéressant sans dire que les autres formats n'ont pas d'intérêt, mais que c'est une... Il faut varier les formats pour que chacun puisse en fait tester ce qui lui convient en termes de choses, quoi. Une autre envie de collaborer ensemble après ou pas, pour ouvrir un petit peu? Parce que donc là il y a Moineau, donc on va laisser les temps aux personnes d'aller découvrir cette petite bande dessinée, et après qu'est-ce qui vous intéresse à faire ensemble ou pas, du coup? Je sais pas. Après, moi je serais toujours ravie de travailler avec Surya. Après, ça a toujours été des opportunités un peu inattendues finalement, parce que donc Shiganai, en fait, c'est Run. On était déjà amis, mais en fait c'est Run qui lui l'a proposé, c'est pas moi. Parce qu'il était sur Rouge et que du coup, voilà, je n'étais pas allée l'embêter avec ça. Après, Tezu Komi est venu chercher Surya, qui m'a proposé qu'on travaille ensemble. Là, Romain de Kinaï est venu me chercher moi, et puis j'ai proposé à Surya. Donc voilà, s'il y a d'autres opportunités, moi en tout cas, je serais ravie de retravailler avec Surya. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas... Voilà, il est sur Tali, voilà, c'est pas... On verra comment ça se passe dans le futur, mais ça serait avec plaisir en tout cas. Ouais. Oui. Et donc toi, Tali, ça continue? Donc on travaille sur le tome 4 en ce moment, c'est ça? C'est ça. Alors je continue en auto-édition numérique, parce que les tomes 3, les 1, 2, 3 sont édités chez Ankama, mais 4 et 5, c'est pas signé pour l'instant. Et du coup, je continue. J'en suis au début, parce que j'ai fini Moineau. Ensuite, je me suis mis sur le scénar. Là, je finis le scénario de tome 4-5. Et on va voir comment ça se passe sur la suite. Comme c'est sur Patreon, ça dépendra du coup de si ça continue à marcher sur la longueur. Le soutien, je veux dire. Avec la communauté du coup qui est inscrite pour te soutenir sur la fabrication, on va dire, de cet homme. Exactement. D'accord. Et Elsa, en solo alors? Du coup, d'autres collaborations. Donc, je suis sur le tome 2 de Maléfice 2. Enfin, moi, le scénario est écrit, Sanoé est en train de travailler dessus. Donc, il sortira en 2022. Je suis sur une autre bande dessinée avec le dessinateur Titouan Bolin, qui est une histoire de chevalerie. Et ensuite, je suis sur pas mal d'autres projets à différents stades d'avancée. J'ai une BD jeunesse avec Elodie Chanta, avec qui j'avais déjà fait un livre jeunesse qui s'appelle Les Tomates Volantes, qui devrait sortir d'ici la fin d'année si tout va bien. Et voilà, j'essaie de multiplier les projets, et qu'avec des dessinateurs et dessinatrices avec qui j'aime travailler, donc c'est très chouette. Ok, très bien. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie tous les deux de m'avoir accordé de votre temps. Merci Elsa d'avoir fait le déplacement sur Paris juste pour ce podcast, évidemment, parce que c'était la seule raison. Donc Punch présente Moineau, c'est disponible pour 5,90 € dans toutes les bonnes librairies. On vous invite donc à soutenir cette BD, de soutenir l'initiative Punch de Kinaï dans tous les cas, et on se retrouvera dans les prochains mois pour parler des autres numéros. On vous met également dans la description le lien pour le Patreon de Surya pour aller soutenir le travail sur Tali et Filles de la Lune, et n'oubliez pas de partager ce podcast, parce que comme ça, voilà, vous faites découvrir une bonne émission, vous faites découvrir une bonne BD et des auteurs talentueux, et ça fait plaisir à tout le monde. Merci et à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut. Ciao.